Amis internautes, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Les résultats de l'examen du certificat d'études primaires CEP session juin 2026 sont désormais accessibles sur la plateforme e-Résultats. Cette année, le taux de réussite au plan national atteint 90,17%. Les détails dans un instant. En visite de travail à Bruxelles ce 24 juin 2026, le président béninois Romuald Wadaye a rencontré les dirigeants de l'Union européenne. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre le Bénin et l'UE, notamment dans les domaines de la sécurité et bien d'autres secteurs. Nous en parlerons également dans ce journal. Changement à la tête de la cellule de communication de l'Assemblée nationale ce vendredi 26 juin, Rachid Odjo a officiellement pris fonction à l'issue d'une cérémonie de passation de charge. Les précisions dans cette édition. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, Bertin Korovi affirme ne pas être en garde à vue. Dans une déclaration, il revient également sur les raisons qui l'ont conduit à déchirer une affiche à l'effigie du président de la République, Romuald Wadaye. Suivons ensemble. Il y a un média en mal de sensation qui divulgue une fake news que Korovi serait en détention provisoire à Lokossa. Vous voyez, ça c'est la porte de non-retour, c'est Ouida ça. Vous voyez, ça c'est la reine, je crois, non? Voilà. Vous voyez les cocotiers de Ouida? Je crois que nous sommes à Ouida. Et ceux qui sont alentours vous diront: monsieur, nous sommes où? À Ouida. Nous sommes à Ouida. Et on dit que moi je suis arrêté à Lokossa et je suis en détention provisoire. Et tout le pays s'émeut. Ça écrit partout. Nous sommes à Ouida.
Maintenant, pour ceux qui sont curieux, une cérémonie privée, peut-être bien inspirée, que j'ai décidé d'appuyer, d'accompagner, mais ne doit pas être passée pour une cérémonie publique qui revient, qu'on veut passer pour accepter par le gouvernement, par le chef de l'État, Romuald Wadaye. Nous nous étions entendus qu'au stade de Lokossa, il n'y a aucun signe liant le président Romuald Wadaye à l'événement. Prier pour le Bénin, oui. Et à ma grande surprise, alors qu'à 1h du matin, ce matin, c'était entendu qu'il n'y a aucune affiche liant Romuald Wadaye à la prière pour laquelle j'ai dormi à Lokossa. On met à l'entrée des affiches de Romuald Wadaye. Comment voulez-vous que moi, Kovi, je puisse justifier que je n'ai pas fait de la manipulation, usant de l'image du chef de l'État sans autorisation? Vous avez vu le jeune qui a créé par l'IA une image où le président Talon mettait la main sur lui. Et comme moi, je suis un enfant de pauvre, je ne veux pas de problème. J'ai cassé l'affiche pour prouver à l'État et aux autorités que c'est de la manipulation. Covid n'est ni de près ni de loin mêlé à cela. La police m'a protégé et m'a écouté. Je me suis expliqué. Là, je suis à Ouida. Alors, je demande à ce média-là de vite démentir. Nous sommes le 27 juin 2026. Autre information à présent, l'étude d'intervention du 5e volet du projet WASH, approche fondée sur des preuves pour l'amélioration de l'hygiène et la sécurité des aliments au Bénin, a formé les vendeurs et vendeuses de repas de rue. La formation s'est déroulée du jeudi 25 au samedi 27 juin 2026 au centre Anouarit d'Abomey-Calavi. Le reportage avec Komlan Quentin Amosso. Technique de lavage des mains, conservation des aliments et la propreté des lieux de vente. C'est entre autres les notions transmises aux participants à travers cette formation. Il s'agit de l'étude du 5e volet du projet WASH, dont les approches sont fondées sur des preuves pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments de rue au Bénin. Pendant 3 jours, les participants ne se limiteront pas à écouter des exposés. Ils discuteront de leurs propres pratiques. Ils analyseront des situations réelles rencontrées quotidiennement dans leur activité. Ils observeront des images ou des vidéos issues de nos propres expériences microbiologiques. Ils participeront à des démonstrations pratiques reproduisant des conditions réelles de la vente des aliments de rue. Ils chercheront eux-mêmes des solutions adaptées aux contraintes de leur métier. Ils construiront leur propre plan d'action. Les formateurs ont également exhorté les participants à saisir cette opportunité. Cela permettra d'améliorer du point de vue économique votre chiffre d'affaires et nous attendons à la fin de cette formation que les changements de votre comportement soient une vérité. C'est une bonne opportunité pour vous. Nous vous convions vraiment à suivre et à tirer vraiment beaucoup de nouvelles connaissances. Ça fera du bien pour notre nation parce que notre santé en dépend énormément. Du 25 au 27 juin 2026, vendeurs et vendeuses de repas de rue ont suivi une formation intense, purement pratique. Au terme de cet apprentissage, ils prennent l'engagement d'appliquer les enseignements reçus. Je suis très fascinée par la formation et très ravie parce que il y a des choses que moi-même je fais et que je constate que ce n'est pas du tout bon. Alors, j'ai pris la résolution de m'engager à améliorer mon hygiène et surtout pour la sécurité sanitaire des aliments. C'est une bonne chose. Et moi, mon arrivée ici, j'ai appris beaucoup de choses que je ne faisais pas à mon lieu de vente. Les choses que j'ai vues ici,
je compte les mettre en pratique. Na dekodo nous satemi tole evimi dimbo na mono na bio e dojere e ma blue lo kerebo jodo e le blobo me po bo ma monu kunu jeme di mi dredo mwaleo ye ni monu kunu jebo mi drelo mi na zegbe taboro e no mi gbe mi tonde do nu sawe di mi dredo won e na doni walole de mi no huo enyonu me no adu no mi gonle ka yon mi dele desuwa. Après cette étape, le projet WASH financé par RGHI va se déployer sur le terrain. Ce qui reste maintenant, c'est de faire aussi un suivi. C'est pourquoi, après cette formation, dans quelques semaines, nous irons vers les vendeurs et vendeuses d'aliments de rue pour voir si les engagements qu'ils avaient pris au cours de la formation sont réellement mis en pratique. Nous irons voir et nous allons les encourager pour mettre en pratique tous ces engagements. Cette formation est sanctionnée par la remise des attestations accompagnées des fiches d'engagement. Renforcer les liens entre le Bénin et l'Union européenne, c'est l'objectif de la visite de travail effectuée le 24 juin à Bruxelles par le président Romuald Wadaï. Reçu par les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, le chef de l'État a échangé avec ses hôtes sur les perspectives de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques. Les détails dans cet élément. Suite aux récentes assises diplomatiques pour la réouverture de la frontière commune, le Niger a posé à Cotonou des exigences sécuritaires non négociables. Ces conditions issues de discussions entre experts des deux pays sont les suivantes. La signature d'un accord de défense stipulant l'interdiction d'utiliser le territoire de l'un des États pour déstabiliser l'autre. Une transparence totale concernant les dispositifs militaires étrangers près de la frontière, coopération bilatérale et la création d'une cellule de renseignement conjointe pour lutter contre le terrorisme. Au micro de Quentin Amoussou et de Nasrina Fatoumbi, l'analyste autant pour moi géopolitique Martial Akwete opine sur ces conditions. Suivons ensemble. Le climat de manque de confiance, de perte de crédibilité qui a été observé à l'endroit du Bénin reposait sur l'argument que le Bénin avait des bases militaires occidentales qui forment des terroristes au Bénin pour attaquer le Niger. Ça, c'est le premier fondement. En fait, c'est la suite de tout ce qui a pu se passer. L'une des raisons qui a fait que le Niger restait très ferme dans sa position. C'est pour cela qu'il est devenu nécessaire pour le Bénin de garantir que le territoire béninois ne va pas servir de territoire d'attaque ou d'agression contre le Niger. Parce que cela est d'autant plus renforcé par le fait que le président Patrice Talon, l'ancien président Patrice Talon, avait été
l'un des premiers à être favorable à la restitution ou au rétablissement du pouvoir de Bazoum, même à travers les armes. Donc il faudrait clarifier absolument ce point et c'est l'un des garanties que le Niger attend vis-à-vis du Bénin. Donc si ce point est abordé et observé, c'est-à-dire les deux acteurs se rendent compte qu'il n'y a plus de raison de se méfier par rapport à une quelconque agression l'un vis-à-vis de l'autre, ça ouvre maintenant la voie à la deuxième problématique ici, qui est le terrorisme, qui est devenu un mal commun aux deux États et qui, nous l'avons observé la semaine écoulée, comment est-ce que le Niger a encore été frappé en termes a été frappé par le terrorisme. C'est le cas au niveau du Mali, au niveau du Burkina aussi. Donc il est devenu essentiel que la question de sécurité soit traitée et l'un des points qui favorise la meilleure lutte contre le terrorisme dans une région, c'est bien sûr le partage de renseignements. La rupture diplomatique ou le froid diplomatique qui a été observé à un moment donné entre le Bénin et le Niger a fait que le Bénin, détenant même des informations, n'a pas pu échanger ces informations avec n'aurait pas pu échanger ces informations avec le Niger. Et si le Niger en son temps également avait des informations et qu'il y avait de la coopération qui devrait exister, il y aurait du mal bien sûr à se tourner vers le Bénin compte tenu de ce climat de manque de confiance. Mais aujourd'hui que les choses sont en train d'être clarifiées de part et d'autre et qu'il y a eu cette volonté manifeste du président Romuald Wadani et du général Abdourahmane Tiani d'avancer et de pouvoir collaborer à nouveau sur les questions prioritaires qui sont notamment sécuritaires aujourd'hui. Je pense que ces deux points-là vont constituer les grandes lignes ou les piliers de la coopération désormais renouvelée entre les deux États. Direction dans le Septentrion, le préfet du Zou, Laurent Zomaï, a été reçu dans la matinée de ce mardi 23 juin 2026 au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Joseph Ifame Diogbenou. Cette rencontre de courtoisie intervient quelques jours après son installation à la tête du département du Zou et visait notamment à solliciter l'accompagnement du président du Parlement dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Les détails dans cet élément. Le président de l'Assemblée étant un fils du département, il serait très bien quand même que nous fassions le pas en termes donc de civilité à l'autorité pour demander son accompagnement sur tous les plans. Nous avons sollicité son appui, nous avons sollicité son accompagnement, que ce soit moral ou physique, pour que la mission que le chef de l'État, son Excellence Romuald Wadani, nous a confiée, que nous puissions l'accomplir dans la paix et dans la quiétude, afin que nous soyons également accompagnés par toutes les forces vives donc, de ce département. Donc c'est cela que nous sommes venus soumettre et solliciter donc, auprès donc, du président de l'Assemblée et son Excellence Joseph Ifame Diogbenou, qui nous a accepté et qui nous a promis également qu'il ne serait pas du tout loin, afin qu'ensemble nous puissions construire le pays. Changement à la cellule de communication de l'Assemblée nationale du Bénin. Dans la matinée du vendredi 26 juin 2026, le nouveau chef de la cellule de communication, Rachid Odjo, a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie de passation de charge qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Il succède ainsi à Vitali Boton après plusieurs années passées à la tête de la direction. Les détails dans cet élément. Dans les coulisses de l'action parlementaire, il y a ceux qui veillent à la bonne image de l'institution. Rachidi Odjo devra désormais en faire sa priorité au cabinet du président de l'Assemblée nationale en qualité de chef de la cellule de communication. Il prend le témoin chez Vitali Boton dans la matinée de ce vendredi 26 juin 2026. Au moment de refermer une page de son parcours, Vitali Boton
revient sur les années passées au service de la communication institutionnelle de l'Assemblée nationale. Entre défis relevés, innovations engagées et missions accomplies, il exprime sa gratitude au président Louis Gbagbo pour la confiance placée en lui et adresse ses vœux de réussite à celui qui lui succède. Je sais que je transmets le témoin à un professionnel de talent, un homme de valeur. Je n'ai aucun doute quant à vos capacités et votre génie professionnel que vous saurez mettre au service du rayonnement de l'image du président de l'Assemblée nationale. Ici, comme partout ailleurs, vous savez que vous pouvez compter sur mon entière disponibilité. Et au désormais ancien collaborateur, Vitali Boton laisse ce message. Je vous invite à réserver au nouveau directeur la même loyauté, la même disponibilité et la même soumission aux exigences du service et la même abnégation au travail. Au-delà d'un simple changement de responsable, c'est la continuité d'une mission essentielle qui s'exprime, celle de faire vivre la communication institutionnelle, de valoriser l'action parlementaire et de renforcer le lien entre le Parlement et les citoyens. Et Rachidi Ojo en est conscient. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde et sincère reconnaissance à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, pour m'avoir choisi parmi tant de profils identiques aux miens. Monsieur le directeur de cabinet, vous voudriez assurer le président de l'Assemblée nationale de toute ma détermination dans l'exécution de cette mission, détermination qui résulte de ma passion débordante pour la communication institutionnelle et les images publiques des personnalités, des autorités. Sous le regard du secrétaire général administratif, Christelle Fourier-Dongpegan, et du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Abou Tourou, les actes officiels de passation sont accomplis. Prenant la parole, Abou Tourou invite le nouveau responsable à cultiver le professionnalisme afin d'accompagner efficacement la vision du président de l'Assemblée nationale. Gageons alors que la prise de charge du nouveau chef de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale ouvre un nouvel horizon enjoué, un horizon fait de succès probant pour la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale. Monsieur Rachidi Ojo, vous venez d'être officiellement et solennellement installé dans vos fonctions de chef de cellule de la communication du président de l'Assemblée nationale. Que dis-je? Pas seulement du président de l'Assemblée nationale elle-même. Dieu est le seul garant de la réussite de tous. Et c'est à lui que nous tendons la main pour prier que vous réussissiez brillamment à cette mission. Et au même moment, dire à Boton qu'il faut qu'une porte se ferme pour que plusieurs autres s'ouvrent. Nous espérons que ça sera la même chose, ça sera le cas pour vous. La cérémonie s'achève ainsi sur une note de continuité et d'engagement au service d'une communication institutionnelle plus dynamique et plus accessible au peuple béninois. Comme annoncé en titre, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP section de juin 2026 sont fixés sur leur sort ce vendredi 26 juin. Après la proclamation des résultats et la délibération nationale, les résultats sont déjà disponibles en ligne. Avec un taux de réussite national de 90,17%, les performances des candidats confirment la dynamique positive du système éducatif béninois. Le Borgou se hisse en tête du classement départemental. Les députés de la 10e législature ont adopté mercredi 24 juin en séance plénière et en seconde délibération la loi 2025-1 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professionnels médicaux et paramédicaux
de santé humaine en République du Bénin. Cette nouvelle version du texte vise à renforcer sa cohérence et à préciser certaines dispositions jugées essentielles. Le 16 janvier 2025, les députés adoptaient la loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. 17 mois plus tard, le texte revient devant eux pour une seconde délibération conformément aux dispositions combinées des articles 57 alinéa 7 de la Constitution béninoise et 90.1 du règlement intérieur. Cette demande du gouvernement vise à renforcer la cohérence juridique et l'applicabilité des dispositions contenues dans la loi. En effet, à l'occasion de la promulgation de la loi adoptée par l'Assemblée nationale et dans la perspective de garantir sa cohérence avec des textes précédemment adoptés, il est apparu nécessaire de revoir certaines dispositions relatives, notamment à l'opportunité ou non des autorisations d'exercice en clientèle privée à délibérer aux professionnels déjà inscrits dans un ordre. Un cadre juridique plus précis et mieux adapté aux réalités du terrain. C'est ce que veut l'exécutif afin de garantir une meilleure organisation des soins pour le peuple béninois et de renforcer l'encadrement des praticiens du privé. Par ailleurs, il convient de relever que la loi numéro 2020-37 du 3 février 2020 modifiée portant protection de la santé des personnes couvre non seulement les professions médicales et paramédicales, mais également la profession pharmaceutique. Dans le même sens, l'article 20 de la loi numéro 2025-01, adopté le 16 janvier 2025, prévoit l'autorisation de création d'un établissement de santé autre qu'un cabinet médical ou paramédical. Il en résulte que le champ d'application de cette loi ne saurait être circonscrit aux seuls établissements médicaux et paramédicaux, mais s'étend également à d'autres établissements de santé. Au cours des travaux, les députés ont examiné les recommandations formulées par l'exécutif. Les échanges ont porté sur plusieurs aspects du texte relatif aux conditions d'exercice, aux modalités d'autorisation d'ouverture des cabinets et établissements privés de santé, ainsi qu'aux mécanismes de contrôle prévus par la loi. En plénière, le garde des Sceaux, Yvon Dechenou, et le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, étaient présents et apportaient des explications aux différentes préoccupations. Alors, il est permis à tous les autres, tous ceux qui exercent en exercice en clientèle privée pour les professionnels de santé, d'ouvrir des établissements pour travailler. Mais pour ceux qui sont en analyse biomédicale, ceux-là ne sont pris en compte par dérogation et de façon temporaire. Or, quand c'est eux qu'on retrouve dans tous les centres de santé publics, et c'est eux qui font véritablement le travail. Je crois qu'il convient d'enlever la dérogation qui est temporaire. Si vous ouvrez un laboratoire et que vous ne pouvez pas donner un résultat en l'analysant, l'interprétant, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que nous avons fait cette dérogation exceptionnelle dans le cas où, dans un endroit, il n'y a rien du tout, pour qu'avec l'appui des médecins, on puisse le faire. Mais lorsqu'il existe effectivement un médecin ou un pharmacien biologiste, l'ouverture d'un laboratoire relève exclusivement de leur ressort. Une nouvelle lecture qui a bénéficié de l'attention des députés au sein de l'hémicycle, car elle permettra de mieux encadrer les pratiques, de garantir le respect des normes en vigueur au Bénin. À ce titre, des amendements n'ont pas manqué pour un réajustement. On dit la suspension de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement privé de santé peut être prononcée notamment en cas 1. de remplacement de responsables non conformes à la procédure prescrite par la présente loi. Et ce qui mérite attention, c'est ce qui suit. D'activités de vente de matériel ou d'équipements soumises à autorisation. C'est au fait, lorsque cette formalité n'est pas remplie, que cela pourrait emporter suspension. Et c'est ce cas qu'attire notre attention le président Kassa, qui mérite qu'on reformule un peu, sinon à l'application, il pourrait y avoir des discussions inutiles.
Après en avoir convenu avec l'auteur de l'amendement et le gouvernement, la Commission propose la suspension de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement privé de santé peut être prononcée notamment en cas de remplacement de responsables non conformes à la procédure prescrite par la présente loi, d'activités irrégulières. À l'issue des débats, la représentation nationale a adopté la nouvelle mouture. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés de la 10e législature ont participé le 22 juin 2026 au Palais des gouverneurs à Porto Novo à un atelier crucial d'appropriation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et des dépenses publiques pour la période 2027-2029. Organisé par la Commission des finances et des échanges avec l'appui technique de l'UNASEB, ce rendez-vous prépare activement la représentation nationale au débat d'orientation budgétaire d'OB pour le compte de 2026. Cette rencontre de haut niveau intervient dans un contexte politique majeur, à peine 3 jours après le vote historique de la loi de finances rectificative de gestion 2026. Plus de précisions avec la télévision L'Hémicycle. Mieux orienter les politiques publiques en renforçant la gouvernance budgétaire. Tel est l'objectif de l'atelier ouvert ce lundi 22 juin 2026, dédié à l'appropriation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses pour la période 2027-2029. À l'ouverture des travaux, le président de la Commission des finances et des échanges, l'honorable Gérard Benonchi, a salué le leadership éclairé du président de l'Assemblée nationale, saluant son engagement constant en faveur du renforcement des capacités des députés. Je ne saurais poursuivre mon intervention sans exprimer notre profonde gratitude au président de l'Assemblée nationale pour son engagement constant en faveur du renforcement de la qualité du travail parlementaire. En autorisant la tenue du présent atelier et en donnant personnellement les orientations ainsi que les instructions nécessaires à sa préparation dans un délai particulièrement contraint, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a, une fois encore, démontré l'importance qu'il attache au renforcement des capacités des députés et à l'amélioration continue de l'exercice des missions constitutionnelles de législation, de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. Sa vision d'un Parlement toujours mieux préparé aux enjeux de gouvernance économique, budgétaire et financière trouve aujourd'hui une traduction concrète dans la tenue de cette rencontre. Qu'il me soit permis de lui adresser au nom de la Commission des finances et des échanges et de l'ensemble des participants nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance pour cette marque renouvelée de confiance. Poursuivant son propos, Gérard Benonchi a souligné la particularité de cet atelier tout en rappelant qu'il sert d'activité préparatoire au débat d'orientation budgétaire. Le présent atelier revêt une importance toute particulière, eu égard au contexte institutionnel, économique et budgétaire dans lequel il se tient. En effet, il intervient quelques jours seulement après l'adoption par l'Assemblée nationale, le 19 juin 2026, de la loi de finances rectificative pour la gestion 2026, première initiative budgétaire majeure du gouvernement du président de la République, M. Romuald Wadani, au début de son mandat. Cette loi de finances rectificative a permis d'ajuster les équilibres budgétaires de l'exercice en cours aux nouvelles orientations gouvernementales, de prendre en compte les réformes institutionnelles et administratives engagées et de traduire dans l'action publique les premières priorités du nouveau septennat. Le débat d'orientation budgétaire auquel nous nous préparons aujourd'hui constitue donc la deuxième étape structurante de cette nouvelle séquence budgétaire. Il ouvre la réflexion sur les perspectives économiques et financières
de la période 2027-2029 et prépare les choix stratégiques qui seront consacrés dans le projet de loi de finances pour l'année 2027. En conclusion de son allocution, le président de la Commission des finances et des échanges a tenu à rappeler à ses collègues toute l'importance que revêt le débat d'orientation budgétaire. Honorables députés, le débat d'orientation budgétaire n'est pas une simple exigence procédurale. Il constitue l'un des instruments les plus importants de la gouvernance budgétaire moderne. Comme l'enseignait Richard Musgrave, l'un des pères de la théorie contemporaine des finances publiques, le budget public est le reflet des choix collectifs d'une nation. Derrière chaque prévision de recettes, chaque autorisation de dépenses et chaque arbitrage budgétaire se dessinent en réalité les priorités politiques, économiques et sociales de l'État. Véritable cadre de réflexion stratégique, cet atelier permettra d'opérer des choix budgétaires forts afin de répondre pleinement aux attentes des populations. Denis Hodonou, fondateur du journal Tam Tam Express en 1989, a rendu l'âme. Il est notamment connu pour avoir été l'un des principaux pionniers de la presse privée au Bénin. Avec son journal Tam Tam Express aux côtés de la Gazette du Golfe, il a contribué à l'avènement du pluralisme médiatique au Bénin. À l'annonce de son décès, Agapit Maforikan, directeur général de E-Télé, et Basile Chibozo, conseiller à la RAC, salue la mémoire de l'illustre disparu. Ils se sont exprimés au micro de Nasrine Fatoumbi, comme l'a canté Amosso. Il fait partie du trio qui, en juin 1987, a reçu du gouvernement révolutionnaire, donc du Parti de la Révolution populaire du Bénin, l'autorisation donc de publier à nouveau des journaux privés. Une autorisation qui n'avait pas été retirée. En réalité, la loi était un peu en latence, puisque la loi 72 du 30 juin 1960 portant sur la liberté de la presse n'avait jamais été abrogée, ni la loi, ni les ordonnances successives qui l'ont, disons, accompagné, ordonnances ou autres textes réglementaires. Et donc, l'avènement du PFPB a fait que beaucoup ont mis sous boisseau ces organes-là, surtout en 1974-1975 avec l'option socialiste et la création du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Donc en 1987, Denis Hodonou, mais également Ismaël Soumanou et Léon Kwessan Diagoué ont obtenu du PFPB l'autorisation donc de publier Tam Tam Express pour Denis Hodonou, Gazette du Golfe pour Ismaël Soumanou et Écho d'Afrique pour Léon Kwessan Diagoué. On était au fort de la révolution sous le président Mathieu Kérékou. C'était un homme rigoureux qui se battait en ce moment-là pour que la liberté de presse soit une réalité. Parce qu'il s'est battu pour que au moins la libéralisation de la presse quitte le monopole qui était orienté par le parti État et qui était gouverné par le ministère de l'Information en ce moment-là, dirigé par le colonel Martin de Ouazoyero. Donc, de hautes luttes, je crois que il a pu arracher, créer Tam Tam Express. Et mathématiquement, Tam Tam Express a été un organe de combat qui a lutté pour la défense de la liberté de la presse et qui a ouvert un peu le chantier sur le renouvellement démocratique comme nous avons vu en 90. Et ça entre dans un processus qui, même en Afrique, vous allez voir le groupe Sud de communication, notamment à Dakar, c'était dans le même processus. Mais là-bas, il n'y avait pas eu un temps mort. Alpha Konaré avec, je ne sais pas, l'essor au Mali, si je ne me trompe. Donc, c'était dans la foulée. Donc, Tam Tam Express, tout comme les autres, a pu commencer par être diffusé en 1987. Et bien naturellement, ils ont attiré la foudre des apparatchiks du régime, comme on les appelait, parce que le journal s'était édité
dans des révélations, parfois des dénonciations à l'emporte-pièce, mais qui faisaient mouche, parce que le système était vers sa fin, la crise du régime était déjà là, des gens voulaient bien savoir, la banqueroute était presque actée, les gens voulaient beaucoup savoir, et donc ces organes, dans le Transam Express, ont pu jouer le rôle. Parce que ce sont luttes successives, les parutions, la dénonciation, surtout le dossier BCB, qui a fait grand bruit, et qui ont amené Caïn à ce que nous ayons la conférence en 90. Et aujourd'hui, le renouveau médiatique démocratique que nous avons eu aussi. En ce moment-là, il faut avoir de la baraka et de la carapace pour paraître en tant que journal dans le pays. Donc vous voyez que c'est un monsieur qui est un combattant de la liberté de la presse, qui en ce moment-là a osé quand même créer un journal. En ce moment-là, je me souviens qu'il y a aussi Gazette du Golfe de M. Soumanou. Ce sont les deux quotidiens qui étaient, les deux hebdos, c'était les hebdos, qui étaient privés en ce moment-là, qui ont été les seuls à être autorisés par l'administration Mathieu Kérékou. Kérékou 1, bien sûr. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Pour aussi dire qu'au début, les grands noms de la presse ont eu à travailler dans ce journal-là, à savoir Bratier, doyen Bratier, Fidel Aïkoué, l'ancien directeur général de l'OETB, le doyen Maurice Chabi, tous ceux-là ont eu à travailler dans ce journal-là. Et si vous connaissez un peu la rigueur de ces messieurs-là et les plumes qu'ils étaient, vous comprenez alors que Transam Express était un journal qui n'est pas une banalité du tout. C'était un quotidien dense qui sortait un peu les dossiers, qui frappait sur le gouvernement Kérékou en ce moment-là. Donc c'est vrai, Denis Rodon n'est pas connu de la grande génération parce que ce n'est pas un journaliste en réalité. Il était dans les affaires, il est du milieu des affaires et lui-même était dans les affaires. Donc c'est un commerçant, il faisait ses activités économiques. Donc, mais je ne sais pas par quel chemin il a eu le flair des médias. Et les révélations de Transam Express ont pu, disons, impacter la société béninoise. Du coup, il s'est maintenu, mais le journal n'a pas pu passer le cap des 10 ans de la conférence nationale parce que, bon, d'autres jeunes sont entrés dans le système. Et ce mode de dénonciation a fait long feu, comme on le dit, parce que les lois, tant ce qu'elles sont, on a commencé par leur opposer la liberté et la responsabilité. Et donc, n'ayant pas toujours la preuve de leur allégation, ils ont eu moyen de partir souvent avec les politiciens, beaucoup plus avec les hommes politiques qu'avec la justice. Donc c'est pour ça que Transam Express s'est progressivement effondré et disparaissant avec lui, un de ces 3 pionniers de la presse privée qui mérite d'être salué, d'être félicité, d'être salué, pourquoi pas célébré, parce qu'ils ont eu le courage sur le PPB, donc de dire ce que beaucoup pensaient pas. Donc, Denis Rodon est cet homme-là. C'est bien qu'après, bon, il est rentré un peu dans des positions qu'il a eu à prendre en ce qui concerne l'administration Talon. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est éteint malheureusement. C'est ce que moi j'ai pu retenir de lui et souhaiter que, paix soit à son âme et que, la génération actuelle puisse se tirer de ces exemples-là, des modèles en ce qui concerne la presse et l'exercice de métier. Un métier qu'on doit exercer avec beaucoup de passion et sans fioriture. Ce qu'on ne sait pas un peu trop aujourd'hui. Retour au nord du Bénin, le conseiller communal de Parakou et vice-président du club de football féminin Élite AC, Tadjoudine Imoru, s'en est allé ce lundi 22 juin 2026. Après l'enterrement du regretté dans la matinée du mardi 23 juin, quelques responsables du club reviennent sur ce qui était l'homme et présentent leurs condoléances aux proches. Ils sont au micro de Elvic Mbetao Mouidine Lawani. Le vendredi, on s'était appelé et il me disait le mercredi, je serai à Parakou. Malheureusement, il n'est pas venu. Ils l'ont amené. Décédé. Et ça a été comme un coup de massue à la tête hier, puisque c'est aux environs de 16h moins
que notre OG a appelé, il a insisté. Et quand j'ai décroché, il me dit le VP. J'ai dit mais le VP à quoi? Il me dit que le VP est parti. Et en même temps, moi je n'ai même plus continué à parler. Moi j'ai raccroché, les larmes ont commencé à couler. L'homme n'est plus à présenter. Pour tous ceux qui l'ont côtoyé, savent très bien qui est le vice-président Tadjoudine. C'est quelqu'un de sociable et il est plus proche, malgré qu'il est à Cotonou, il est plus proche de nos filles que nous qui sommes à Parakou. À chaque match, il est dans une bosse de chaque joueuse, il leur parle. Et à chaque fois quand l'occasion se présente, il est à Parakou, il est aux entraînements, il sympathise avec les joueuses et même nos joueuses l'ont surnommé VP gentil. Donc quand c'est comme ça, imaginez, et quand cette nouvelle-là tombe comme ça, nous on a échangé le dimanche, il disait qu'il allait être là le mardi à Parakou. Et il insistait, il disait qu'il allait être là. À la fin même, le vendredi passé, on a organisé une petite fête pour nos joueuses, pour fêter la fin du championnat, pour fêter le titre de vice-champion. Il a même insisté à ce qu'on reporte la fête pour le mercredi, puisque lui, il allait être là le mardi. Ce qu'on n'a pas accordé parce que les filles étrangères sont pressées de rentrer. Donc si on l'avait accordé, peut-être que la fête n'aura même pas lieu. Puisque si on est en deuil déjà le lundi, qui sommes-nous pour fêter le mercredi? Donc vraiment, depuis hier, nos filles sont inconsolables. Le décès du VP, comme on a l'habitude de l'appeler, est une grosse perte pour Elite AC. L'équipe dans laquelle il occupe le poste de premier vice-président, c'est également une grosse perte pour la ville de Parakou, puisqu'il est conseiller municipal, président de la commission des affaires économiques et financières. Une grosse perte pour Elite AC parce que c'est quelqu'un très proche des juges, quelqu'un très proche des autres membres du bureau. Et à chaque fois, quand une situation se présente, il est la première personne qui lance un appel pour une réunion en ligne. Je crois que c'est quelque chose qui va nous manquer et on ne peut rien contre la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui est très proche des jeux. Si vous avez constaté, il y a une vidéo que nous avons postée sur la page Facebook de Elite. C'est la dernière fois qu'il était à Parakou, il était de passage au centre d'entraînement. Et c'est un style qu'il a d'ailleurs adopté avec chaque joueur avant ou après les matchs pour se saluer avec des joueurs. Chaque joueur a son style de salutation avec le VP. Vous avez vu les images. Et hier même, avant même son décès, jusqu'à 14h50, autour de 15h, il était toujours en ligne en train de discuter avec certaines de nos filles étrangères qui sont rentrées au Togo. Il était en train de discuter, franchement, depuis hier là, les jeux que nous avons reçus, les joueuses de l'élite qui sont à Lomé sont inconsolables. Si vous avez écouté des audios, en fait pour elle, c'est que c'est fou, le VP n'est pas parti. À Parakou ici, il y a d'autres joueuses, quand vous allez au campement des filles, vous allez sentir que vraiment elles sont en deuil. Elles ont le moral bas et je crois que nous allons essayer de les motiver. Ça fait partie des épreuves de la vie. Le VP est venu et il est reparti. Que son âme repose en paix et que Dieu veille sur sa famille. Chaque être humain ne peut pas dépasser son heure. Si l'heure sonne, peut-être je suis en train de donner l'interview ce soir. Avant peut-être de rentrer à 18h, on peut dire que le deuxième vice-président est parti. On n'a pas le choix, on n'a pas de force. Quand ça vient, on l'accepte et la vie continue. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est de prier pour lui. C'est de prier pour lui, que son âme repose en paix. Restons toujours au nord du Bénin. Le violent orage du 12 mai dernier à Parakou a laissé derrière lui d'importants dégâts. Parmi eux, la chute d'un arbre dans le quartier Arafat derrière l'hôtel Métropole.
Mais quelques semaines plus tard, un phénomène inattendu relance les discussions. L'arbre pourtant tombé lors des intempéries s'est redressé. Un fait qui alimente toutes sortes d'interprétations, certains habitants allant jusqu'à le qualifier de sorcier. Nos reporters sont allés recueillir les avis des riverains. Suivez-les. Paraît-il qu'il a une femme qui est sortie dedans, tout blanc. Et le sujet a pourchassé la femme et il a dormi avec la femme. C'était suite à une pluie un peu intense qui a eu lieu il y a à peu près une 2 semaines déjà de cela. Donc, bon, moi je me suis réveillé un matin, on avait l'habitude de prendre la bouillie là. Donc nous sommes allés, nous avons constaté que l'arbre n'était plus debout. Les gens parlent de l'arbre, que c'est la sorcellerie, c'est quoi. Nous qui sommes dans le quartier, on les fait comprendre que l'arbre, ce n'est pas la sorcellerie. Le sujet qui est venu travailler, lui, il nous avait dit en avant de couper l'arbre. Il nous a dit, si lui coupe au niveau du tronc, l'arbre va revenir. L'arbre était penché. C'était penché. Et si, il nous a expliqué que si lui coupe au niveau du tronc là, que ça va revenir. Le tronc reste là, la cuisse là va revenir. Les racines là vont revenir quoi. Et on a dit, donc si c'est ça, il n'a qu'à couper les branches. Et ça va bien tomber. Si ça penche bien là, il peut terminer le travail. C'est ça qu'il a fait. Et ça restait quelques petits morceaux là, c'est ça qui calait ça. C'est la partie là, il a coupé, l'arbre est revenu. Sinon, ce n'est pas une sorcellerie. Sinon, si c'était depuis que nous on est dans le quartier, même un geste là, on n'a jamais vu l'endroit. Et c'est là les gens restent 1 heure, 2 heures, 3 heures. S'il y a quelque chose là, tu ne peux pas rester là jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin pour se reposer. Il a même Wi-Fi là. Les gens restent là. Même un bruit, on n'entend rien. S'il a de sorcellerie là-bas, même le ciel là même ne peut pas démarrer la machine au niveau de l'arbre là. C'est la même si là, il a travaillé avec jusqu'à la fin. Il n'a pas eu ça là. Il démarre, ça démarre. Mais l'arbre qui est satanique, oh non, il ne peut pas même démarrer la machine. Il démarre la machine, ça va se teindre. Les sujets même peut atteindre 3-4 avant qu'il puisse couper ça. Et là, il était seul. Il était seul. Mais nous, on était à côté, on le suivait. Ben, rien. Il n'y a rien de mystique. Hein. Moi, ce que moi, constaté seulement d'après mes analyses, c'est qu'il y avait des branches qui pesaient d'un côté. Donc, le vent a agi sur ça et ça s'est balancé. Donc, c'est tombé d'un côté. Quoi. Maintenant, les sueurs sont venus enlever les branches, histoire de ne pas laisser passer. Il y avait les feuilles sur l'arbre et tout. Donc, histoire de ne pas laisser les serpents s'infiltrer dedans. Ils sont venus enlever les branches pour pouvoir enlever les feuilles qui étaient là. Donc, ils ont dû couper la partie qui pesait, quoi. Et ça a fait que la racine a fait balancer là pour le mettre à sa place et tout. C'est pas quelque chose de mystique. Nous, on a vu ça lorsque nous, on était petits, très jeunes. Sur la place, j'ai dit Kobe, au bas-fond de Kobe là. Là, il a le moulin vers le magasin là. Il a une petite manguier là. La machine terrasse ça et ça revient. Même vers Chika, à Chika 1 là, vers Kabor. Il avait un arbre au bord de la voie comme ça. Ils ont tout fait. Malheureusement, c'était un sujet qui est venu couper ça. Le jour qu'il a coupé ça même, paraît-il qu'il a une femme qui est sortie dedans, tout blanc. Et le sujet a pourchassé la femme et il a dormi avec la femme. L'endroit là, les gens ont vécu, on a vu ça, on a entendu. On parle à présent de sujets de société, longtemps considérés comme une étape incontournable de la vie. Le fait d'avoir un enfant n'est plus aujourd'hui une évidence pour tous. Certains souhaitent fonder une famille, tandis que d'autres préfèrent attendre ou renoncer, autant pour moi, la parentalité pour diverses raisons personnelles, économiques ou
professionnelle. Entre pression sociale, valeurs culturelles et liberté de choix, le débat reste ouvert. Avoir un enfant est-il une décision purement personnelle ou une responsabilité que la société attend de chacun? Écoutons les avis recueillis par Achille Houin. Dans cette vie, tout est question de choix. Rien n'a jamais été question d'obligation. Parfois, l'obligation peut provenir des parents, de certains proches, mais bon, ça dépend de la personne et de comment la personne est sensible aux interdiction de sa famille ou bien au fait que sa famille le pousse à faire certaines choses qu'il ne désire pas. Sinon, concernant ma personne, tout est question de choix. Même avoir un enfant est question de choix. Garder un enfant est question de choix. Personne ne va t'obliger à faire l'enfant. C'est à toi de voir la charge que tu as et ce que tu as derrière. C'est à toi de voir si tu peux avoir l'enfant ou bien si tu ne peux pas avoir l'enfant. Personne ne va te forcer. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes actuellement ne veulent plus d'enfants. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire enfant. C'est pas tout le monde. Moi personnellement, l'enfant est une obligation. Parce que, comme on dit dans nos jargons, il faut planter un arbre avant de mourir. C'est une empreinte pour toi. Si tu quittes sur cette terre, qui va te représenter? Donc c'est l'enfant qui est tout, selon moi. Bon, pour moi, avoir un enfant, c'est un choix. Donc, à partir du moment où tu ne te protèges pas et tu ne prends pas tes précautions de griffe, tu peux tomber enceinte. Donc à partir de là, ça devient un choix, selon moi. Avoir les enfants, c'est une obligation parce que on dit, supposons que tu es le seul fils de ton père. Supposons que tu es le seul fils de ton père et que tu décides de ne pas faire des enfants. Supposons, qui va perpétuer votre famille? Ou bien, on dit, donc votre famille, qui va agrandir la famille? Votre famille va sombrer sur toi, en fait. Va sombrer sur toi, le fils, si tu n'as pas d'enfant. Parce que c'est, de nos jours, on dit c'est l'enfant qui accompagne les efforts du père. C'est un choix et en même temps une obligation. Et je dis c'est une obligation parce que aujourd'hui, si tu n'as pas d'enfant, tu n'es rien. Si tu peux avoir tout l'argent du monde entier, je dirais. Tu peux avoir tout l'argent du monde entier. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'es rien. Et c'est un choix parce qu'on choisit d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne sont pas mariés jusqu'à la vieillesse, ils ne se marient pas. Donc, d'autres, ils ne sont pas fertiles et ils aillent adopter les enfants d'autres. Donc, on ne choisit pas d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. C'est Dieu qui donne. Signifiant littéralement interdit, Muharram est l'un des 4 mois sacrés du calendrier musulman. Conformément aux enseignements islamiques, il s'agit d'un mois au cours duquel quelques actions sont interdites. Au micro de Francis Fahami et de Nasrin Fatoumbi, l'islamologue et professeur de la langue arabe, El Hadj Bassirou Lassisi nous édifie sur l'importance de ce mois lunaire. La communauté musulmane, depuis le dimanche passé, a débuté une nouvelle année, une année lunaire, une année connue par les musulmans, une année qui marque, qui nous rappelle les difficultés que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a subies au cours de sa prédication. Le premier mois de cette année, c'est le mois de Muharram. Le mois de Muharram qui est un mois parmi les 4 mois sacrés, comme Allah l'a dit dans le Coran, Inna iddata shuhuri inda Allahi itna ashra shahran yawma khalaqa sama fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Il a dit le nombre des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis qu'il a créé la terre et le ciel, c'est 12. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Et parmi ces 4 mois sacrés, nous avons Muharram, qui est le premier mois de l'année musulmane. Donc, ce premier mois nous rappelle beaucoup de choses.
nous rappelle ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé aux premiers musulmans de se faire dans ce mois, ne pas se faire du tort dans ce mois. Et se faire du tort dans ce mois, c'est de commettre assez de péchés, mais plutôt au contraire, c'est multiplier les bonnes actions. Lorsque tu multiplies de bonnes actions, tes récompenses sont valorisées dans ce mois. Et surtout que ce mois nous marque encore un grand événement, un événement qui nous rappelle l'histoire des anciens prophètes. Nous avons ce que nous appelons Ashura, le 10e de ce mois, le 10e jour de ce mois. Et ce 10e jour de ce mois est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Moussa alayhi salatu wa salam dans la main de Fir'auna la'natullah alayhi. Le prophète Moussa alayhi salatu wa salam, c'est le prophète que nous appelons, que nous connaissons Moïse. Moïse qui a été envoyé à Bani Israël, les Juifs, et que après lui est arrivé Jésus-Christ. Donc Moussa alayhi salatu wa salam a été envoyé par sa communauté, les Bani Israël, les Juifs, mais qu'il n'avait pas accepté l'islam, sauf une petite partie de cette communauté. Alors Pharaon, la'natullah alayhi, qui était quelqu'un qui se voyait comme roi et Dieu sur la terre en ce temps, mais finalement Allah a démontré qu'il n'est pas Dieu, qu'il est un être humain comme nous, et il l'a sauvé dans la main de Pharaon. Pharaon a été noyé dans le fleuve sur lequel a passé Moussa alayhi salatu wa salam. Et voilà la puissance d'Allah. Ce jour est le 10e jour du mois de Muharram, le mois que nous avons débuté le dimanche. En islam, la dot ne marque pas la fin des engagements entre les époux. En cas de séparation, son remboursement ou sa conservation dépend de plusieurs règles précises liées à l'initiative du divorce et à la consommation du mariage. À Parakou, des jeunes mariés de confession musulmane confirment cet enseignement islamique. Suivez-les. Selon ce que je sais, moi, quand on parle de divorce, quand les deux, quand je dis les deux, je parle de mari et de la femme, quand de leur plein gré ils décident de rompre un mariage, selon moi, ce que je sais, on les laisse dormir dans un même lit. Si pendant 3 mois, ils ont pu se retenir de ne pas passer au sexe, c'est que de leur plein gré, ils ont accepté de rompre ce mariage. Dans la communauté islamique, les lois exigent qu'ils doivent rester ensemble pendant 3 mois. Genre, ils vont rester dans le même lit durant 3 mois. En cas où le mariage est annulé, le couple fraîchement, les jeunes couples en même temps sans d'enfants, peut, si le marié veut, il peut demander, s'il avait fait la dot avec les habits, les pailles, il peut réclamer les pailles. S'il veut, il peut réclamer. S'il ne veut pas, il peut laisser. Si la femme voit que, il est fatigué de son homme et qu'elle veut rebousser chemin, donc elle est obligée de rembourser, comment dirais-je, la dot. C'est ce qui est prescrit dans le Coran. Oui, si c'est la femme, si l'erreur vient de la femme ou bien la décision vient de la femme de rompre ce mariage, elle rembourse la dot. Alors, au cas où c'est l'homme qui est fatigué, parce que en réalité, c'est lui qui avait donné. Donc, il n'a rien à reprendre. Il a donné et il est fatigué de la femme. Donc, la femme n'a rien à rembourser. Donc, en réalité, il doit remercier la femme et la femme doit quitter. C'est tout. Dans une société où le statut relationnel est encore souvent considéré comme une mesure du bonheur et de réussite, certaines femmes choisissent volontairement le célibat. Parmi elles, d'autres sont célibataires malgré leur âge pour diverses raisons. Quel regard porte la société sur les femmes âgées mais célibataires? Quelques citoyens en parlent au micro de Comlan Quentin Amosso. Femme âgée,
Mais célibataire. Bon, il y a d'autres, bon, c'est les études. Il y a d'autres, ils ont étudié. Donc, ils se sont dit, bon, on va obtenir tel diplôme. Numéro 1 élève, c'est-à-dire étudiante. Bon, elle est là, à moi, elle m'a étudiante. Pour qu'à Djawa, Boto, Ndia, Boto, mais pour 30 ans, voire 35 ans. Bomado, Bomato, à sous école, Bomato, à sous ouais, t'as Bomado mêlé. Mais quand on te met, Badi, to Béné, et de nous coller, on doit même quand on. Si c'est des femmes qui ont choisi de ne pas se marier, pourquoi ne pas leur reconnaître ça? Pourquoi allons-nous tenir compte de la société dans laquelle nous sommes et dire, le nadage franc qui dit, mais si elle a choisi de ne pas se marier, c'est sa concession à elle. Si c'est des femmes qui ont choisi de ne pas se marier, pourquoi ne pas leur reconnaître ça? Pourquoi allons-nous tenir compte de la société dans laquelle nous sommes et dire, le nadage franc qui dit, mais si elle a choisi de ne pas se marier, c'est sa concession à elle. Nous devons respecter ça. D'autres cherchent de l'argent, d'autres cherchent des hommes qui ont beaucoup de sous, qui ont de voitures, qui ont construit des maisons avant d'aller se coucher et avant de se donner au mariage. D'autres femmes sont comme ça. Jusqu'à avoir l'âge là, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Vous me demandez quel est le conseil qu'il faut donner. Le conseil qu'il faut donner à une femme qui a déjà 29 ans, 28 ans, qui n'est pas mariée, il y a 2 cas. Premier cas, celle qui a choisi de ne pas se marier. Ça, c'est une autre affaire. On doit l'accepter, ça. Deuxième cas, celle qui veut se marier, mais elle se promène de gauche à droite. C'est ce qui ne permet pas que la société la voie d'un œil vraiment, vraiment bien. Parce qu'on dit, elle trouble la société. Malgré son âge, une femme, 28 ans, 29 ans, n'est pas mariée, mais elle sait se promener. Quand elle se promène là, c'est un danger. Dernière information pour clôturer cette édition, on parle à présent sport. La soirée d'hier au petit matin de ce samedi a été marquée par des matchs décisifs pour la fin des phases de poule. Le fait marquant est la démonstration de l'équipe en France qui a battu la Norvège 4-1 grâce à un triplé historique d'Ousmane Dembélé. Les Sénégalais n'ont pas levé le pied face à l'Irak, score 5-0. La Belgique a dominé la Norvège, la Nouvelle-Zélande 5-1. L'Espagne a battu l'Uruguay 1-0. Grâce à son nul face à l'Arabie Saoudite, le Cap-Vert décroche sa qualification pour les 16e de finale. L'Iran et l'Égypte se sont séparés sur le score nul d'1 partout. La soirée de ce samedi est consacrée au dernier match de phase de poule. Le Panama sera face à l'Angleterre et le Ghana face à la Croatie. La Colombie va s'opposer au Portugal et la RDC à l'Ouzbékistan. Dans les dernières rencontres, l'Algérie sera face à l'Autriche. La Jordanie et l'Argentine vont finir la phase de groupe avec leur opposition. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis.